de leur métier dans des termes parfois surprenants. Mais comment rentre-t-on dans la famille des créateurs de jeux vidéo ? À mon époque, quand j'ai démarré, il n'y avait pas d'école. Donc c'était avant tout une question de passion. On travaillait chez soi, on faisait des essais sur son micro-ordinateur et puis on allait présenter ça à des sociétés de jeux vidéo. Je pense que l'histoire d'un créateur de jeux vidéo, elle est propre au créateur parce que je pense qu'il y a plusieurs manières de devenir un créateur de jeux vidéo. Aujourd'hui, par exemple, on peut très bien être passionné de jeux vidéo d'abord, c'est le premier dogme. Et puis aller à l'école, par exemple, apprendre la programmation, la scénarisation. Il y a de très bonnes écoles graphiques, il y a plein de choses dans les filières aujourd'hui pour, je dirais, se donner quand même un petit bagage qui est intéressant. Pour devenir créateur de jeux vidéo, je pense qu'il y a qu'une seule voie en pratique, il faut être motivé. Ça, je pense que c'est la base de tout, quels que soient les corps de métier qui sont impliqués. C'est la motivation qui doit être première, parce qu'il n'y a pas vraiment de formation, il n'y a pas vraiment de cursus à avoir. Il y a juste plein de routes différentes, plus ou moins adaptées. Et c'est surtout la motivation en fait qui est le facteur déterminant. On devient créateur de jeux vidéo par passion. On a envie de faire ça depuis toujours. On commence à jouer à un jeu, on commence à être, j'ai envie de dire, drogué aux jeux vidéo. Et ensuite, on ne se contente plus d'y jouer, on veut participer au développement du jeu. Mais dites-moi, il faut quand même pas n'être passionné que par le jeu. C'est un métier de passionné, je veux dire, c'est vrai que la plupart des gens qui travaillent dans le jeu vidéo sont des passionnés, pas nécessairement par le jeu en lui-même, mais de toute façon par un aspect, soit la programmation, soit l'animation, ou par la musique, ou par ce genre de choses. De toute façon, c'est un métier qui est qui réclame beaucoup d'implication et qui correspond nécessairement à une passion à la base. Et est-ce qu'il faut forcément être un joueur, voire même un bon joueur, pour créer des jeux ? C'est un gain de temps extraordinaire et surtout une possibilité d'améliorer un don. On peut parler de don qu'on pourrait avoir à la base pour ce métier-là. Je pense que ça rend les choses beaucoup plus simples. C'est l'appréhension du jeu et l'appréhension des objectifs, l'appréhension de tout. Parce qu'un jeu, c'est pas qu'un... faire un jeu n'est pas un jeu, justement. C'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est une... il doit y avoir des gens, des talents qui ne sont pas joueurs, qui n'ont pas de passé de joueurs capables, mais ce sont des gens qui ont d'autres types de qualités qui sont forcément aussi liées à l'imaginaire et à la création, qui fait qu'associés à d'autres personnes, qui peuvent pallier éventuellement des manques, peuvent arriver à faire du jeu. Mais en règle générale, les concepteurs de jeux sont joueurs à la base et ont un passif important avec le jeu. Un bon joueur, pas nécessairement, il y a des gens ici qui sont très doués, qui peuvent faire des compétitions, ce genre de choses. Encore une fois, je pense qu'il faut avoir un intérêt pour le jeu vidéo en lui-même, et certains jeux en tout cas. Moi j'avais joué beaucoup sur PC avant de commencer à travailler dans le jeu vidéo, et j'ai vraiment découvert les consoles. J'ai commencé vraiment, la PlayStation est sortie, donc j'ai commencé à m'intéresser aux consoles à ce moment-là. Et vous étiez joueur à la base ? Alors à la base, j'étais joueur, j'ai 15 ans de jeux de rôle derrière moi et beaucoup de jeux de rôle. J'ai toujours été un gamer, ce qu'on appelle un gamer. Il se trouve que le temps maintenant que je suis dans le milieu me manque, donc je ne fais plus partie des core gamers. Mais j'ai un passé actif de core gamer. Et je pense que c'est un atout supplémentaire dans ces types de métiers, oui. Ouais, je pense qu'il faut être passionné par le jeu, donc c'est difficile d'être passionné par le jeu sans vraiment jouer. Donc je crois qu'à un certain stade, il faut quand même jouer. Après, je ne sais pas s'il faut être un joueur intensif, c'est-à-dire y passer des dizaines d'heures par semaine. Moi, j'étais passionné de jeu, mais j'y passais pas, je ne sais pas, si je jouais 4 heures par semaine, ça devait être, je dirais, la moyenne. Donc je ne pense pas que j'étais ce qu'on appelle un hardcore gamer. J'étais un passionné de jeu, mais je m'intéressais plus à la façon dont étaient faits les jeux, au contenu des jeux et aux histoires et autres. Et c'est vrai que j'étais pas du genre à jouer 50 fois au même jeu, jouer à Quake ou ce genre de jeu toutes les semaines. Donc je passais très souvent de jeu en jeu parce que ça m'intéressait de découvrir des nouveaux jeux, etc. etc. Alors ça veut dire qu'on peut très bien développer des jeux sans forcément être un joueur acharné. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont dans le jeu vidéo qui
qui ne sont pas joueurs du tout, mais c'est pas mon cas. Et je crois pas que c'est le cas de Fred non plus. Non, c'est sûr, ouais. Non, mais disons que maintenant c'est difficile parce que vouloir être créateur, d'arriver à la position où on est là, ça demande, maintenant, hein, c'est une certaine histoire avant pour dire ok, on devient créateur après avoir fait des jeux. Parce que déjà, avoir des idées sur les jeux, tout le monde en a. Ça, dès qu'on joue à un jeu, on dit ah mais pourquoi ils n'ont pas fait ça, etc. Moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Avoir des idées, ça tout le monde en a. Par contre, savoir les faire, comment les réaliser avec tout ce que ça demande autour, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui fait qu'arriver dans le métier maintenant, en arrivant je suis créateur de jeux, ça paraît difficile. Mais là, vous avez l'air de dire que les choses ont changé dans les métiers du jeu vidéo. Bah, je dirais qu'en fait, la grosse différence entre faire des jeux vidéo il y a 15 ans et faire des jeux vidéo maintenant, c'est que les équipes sont plus grosses, il y a beaucoup plus de gens, donc beaucoup plus de moyens, donc la moindre erreur est beaucoup plus cruciale. Et donc, ça me semble difficile de voir quelqu'un arriver directement à un poste à responsabilité aussi haut et avoir des budgets de plusieurs millions de dollars pour un débutant, ça me semble difficile, voilà. Délicat, très délicat. Tout à fait, et puis dans la même idée aussi, il se passe qu'il y a 10 ans de ça, enfin même moins que ça, il y a 5-6 ans de ça, on pouvait rentrer dans le jeu juste parce qu'on était vraiment passionné et trouver des choses à faire, une place au sein de la société. Maintenant, ça devient de plus en plus professionnel et les postes demandent des postes vraiment de plus en plus spécifiques. C'est-à-dire qu'avant on était programmeur, c'est bon pour rentrer dans le jeu. Maintenant, dans une équipe, il y a, bon je caricature un peu, mais il y a celui qui va être spécialisé dans la physique dynamique, il y a celui qui va être spécialisé dans la 3D, celui qui va être spécialisé dans le traitement du son, spécialisé. Donc maintenant, on embauche de plus en plus des gens, même s'ils n'ont pas spécialement la passion du jeu, mais qui ont une connaissance très pointue dans un domaine précis, parce qu'on a le niveau maintenant technique et tout global des jeux, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. On est devenu vraiment une industrie à part entière maintenant, donc pas du côté négatif du terme, quoi, mais on fait plus comme ça un jeu, 4 copains, on se marre et on fait un beau truc. Ça, c'est malheureusement, ça n'existe plus. Mais maintenant que le monde du jeu vidéo est devenu plus pro, est-ce qu'on travaille toujours sur un jeu qui nous plaît ou auquel on aimerait jouer ? A priori, les gens qui travaillent sur des jeux qui leur plaisent pas, au bout d'un moment, ils se barrent. Enfin, j'espère pour eux qu'ils se barrent. Bon, s'ils restent, c'est une douleur. Je pense que les gens ont quand même le choix. En tout cas, par exemple, là, pour voir, on peut décrier les jeux Cryo, par exemple, parce qu'ils sont pas faits pour les gamers, parce qu'ils sont faits pour un public plus large, comme Atlantis 3, où on dit c'est vachement beau, etc. Mais moi, les équipes que je vois ici, ils sont aux anges, quoi. Et ils revendiquent ce qu'ils ont fait. Au début, on est extrêmement impatient de jouer à son futur jeu. Ensuite, il y a énormément de travail derrière. Et je pense qu'au bout de 9 mois, 1 an et demi de développement, on est un peu fatigué de son jeu. Ah, tout de même. Et pourtant, chez Darkworks, on semble avoir un avis un peu plus nuancé. Je pense pas qu'on puisse travailler à contre-cœur sur un jeu. Je pense ce qui arrive parfois, c'est qu'on soit amené à travailler sur un jeu auquel c'était pas prévu qu'on participe au départ. Et puis, une fois qu'on a rejoint l'équipe, on développe en fait un goût pour le jeu. Et ça, c'est très fréquent. C'est très fréquent de rejoindre une équipe de jeux vidéo. Le jeu a déjà démarré et on s'implique en fait dans la production du jeu et on découvre en fait un intérêt subi pour ce jeu-là. Ah bon ? Mais alors, ça veut dire que ça peut être frustrant de développer des jeux ? La vie est frustrante. Et dans le milieu du jeu vidéo, ça peut être frustrant, mais c'est tellement magique le moment où une petite idée prend vie. On voit le monstre qu'on n'imaginait même pas, ça y est, il marche, il donne des coups, il y a le son qui a été fait spécialement, et ça y est, c'est réglé au monstre. Et c'est toujours magique quand on termine un jeu ? On n'en est jamais déçu à la fin ? On est toujours déçu. On trouve toujours quelque chose, on se dit « Ah, la caméra, j'aurais dû la mettre là. Ah, là, ça aurait été mieux si j'avais mis 2 monstres au lieu d'1. Le son, si on l'avait mis plus fort, une petite seconde avant, ça aurait plus surpris. » Je pense qu'on sera toujours déçu comme un réalisateur de film. Est-ce que le jeu est comme on l'imaginait ? Non, pas forcément. En règle générale, on retrouve suffisamment d'éléments dans le jeu pour être satisfait. Est-ce qu'on est satisfait du jeu lors de sa sortie ? Je connais pas de confrères qui le soient. On n'est jamais satisfait, c'est très, très compliqué, les phénomènes sont très compliqués, les phénomènes de frustration entre l'imaginaire qu'on a et la réalité du produit qui sort. Il y a effectivement des écarts qui sont frustrants et même si on reconnaît le
produit ou le projet sur lequel on a travaillé. On ne peut pas faire tout ce qu'on a en tête malheureusement, en tout cas pas aujourd'hui. Quand on fait un jeu, on rêve du moment où on va pouvoir y jouer. C'est clair, parce que c'est terrible dans un jeu. Quand on fait du cinéma, par exemple, on tourne la journée et le soir, on va voir les rushs. Bon, on regarde ce qu'on a fait dans la journée sur l'écran. Génial, super, ah ben ça, non, c'est mauvais. Oh là là, qu'est-ce que c'est mauvais. Ok, le lendemain, on retourne. Ou au contraire, on garde, on stocke. Dans le jeu vidéo, c'est impossible d'avoir la perception qu'on aura à la fin. Jusqu'au dernier moment, l'assemblage du jeu fait qu'on n'a pas la perception exacte de ce qu'on va faire. Par exemple, lorsqu'on commence à assembler le jeu, dans la dernière partie du développement, on a un petit avant-goût parce qu'on a un petit peu de jeu qui marche. Et puis il y a un bug bloquant. Forcément, il y a toujours un bug bloquant, il va falloir trouver pourquoi, etc. Et on le répare. Après, on peut aller un peu plus loin. Donc en fait, je dirais que le jeu s'évapore. C'est-à-dire qu'on n'a pas la perception. C'est un peu comme un musicien aussi qui fait sa musique. Une fois qu'il a écouté 1000 fois son titre parce qu'il a rejoué, c'est vrai qu'il n'a plus la perception du titre. Donc il faut garder la tête froide par rapport à ce qu'on fait. Et ça, c'est le gros piège de la création. Je pense que pour tous les créatifs, quand on écrit un roman, par exemple, à force de relire ce qu'on a fait, etc., on n'a plus la perception. Donc, des fois, on pète les plombs sur ce qu'on fait. C'est-à-dire, on ne croit plus que ce qui est bon, donc on le remplace par quelque chose de mauvais, par exemple. Ça arrive souvent. Et le jeu vidéo subit un petit peu cette loi. Mais je pense que y a toujours un mystère de ce que sera le produit. D'autant que, dans le cinéma, on sait que ce sera des images animées sur un écran. Dans un jeu, on ne sait pas. Parce qu'on va avoir une sensation. La machine sur laquelle on développe est plus puissante. Aujourd'hui, développée sur PS2, par exemple, on a une découverte de ce qu'on fait. Des choses jamais vues. Ou sur la dernière génération du nouveau PC, on arrive et puis c'est vrai que c'est du 1500. Bon, on est complètement subjugué parce qu'on n'a pas du tout la même perception qu'on avait sur l'ancienne génération. Donc le jeu, je pense que c'est une vraie aventure, mais une aventure dangereuse, parce que souvent on se plante. C'est-à-dire que souvent, effectivement, lorsqu'on arrive au bout, on analyse ce qu'on a fait, on fait un post-mortem, et on se dit on a fait une merde. Wash my soul. Wash my soul. Maintenant, j'ai rencontré des gens qui vont travailler sur des projets, je sais pas, qu'on peut être annulés un mois avant la fin, ou qui ont été coupés en deux pour les questions de budget. C'est vrai que ça peut être assez destructeur, ça, pour la passion qu'on met dans le jeu vidéo. Donc je pense que ça dépend aussi du parcours et des studios dans lesquels on a travaillé, quoi. J'ai toujours connu chez les auteurs de jeux, à la fin du développement, après une fois que le jeu est terminé, une crise existentialiste, une dépression nerveuse. Mais vraiment, hein. Et ça, je pense que les gens qui ont fait des jeux me comprennent ce que je dis. Il y a une dépression. Parce que finalement, on a une telle pression pour faire le truc qu'on n'a plus rien, puis c'est fait, puis on aurait voulu faire ça, ça et ça, on n'a pas pu. Et donc, il y a toujours... Et puis on sait très bien que là, à tel endroit, lorsque le mec, au bout de 3 heures, il va arriver, il va y avoir un truc. Est-ce qu'il va comprendre ce qu'on a voulu faire ? Mais rassurez-moi, il y a quand même des jeux réussis. D'ailleurs, tiens, pour vous, c'est quoi le jeu idéal ? Mon but ultime, ça serait de faire un jeu qui n'est pas forcément associé à un genre, qui n'est pas forcément associé à un marché, mais plutôt un jeu que quand on y joue, ce soit évident. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite un sourire qui se plaque sur le visage du joueur et que ce soit l'évidence même en fait. Que le joueur, dès qu'il prend le contrôleur, se dit voilà, ça c'est fun, j'ai envie d'y jouer et je peux plus lâcher le paddle, je vais jouer encore et encore et encore et encore et encore et encore. Le jeu idéal pour un développeur comme nous, c'est quand même de vendre quand même nos créations, que ça puisse plaire à un maximum de joueurs. Maintenant, nous avant tout, ce qu'on veut, c'est faire vraiment quelque chose qu'on aime. Ouais, je dirais que si j'avais un but, en tout cas pour un jeu, ce serait d'avoir un jeu effectivement qui marche, au sens de beaucoup de joueurs l'aiment, beaucoup de joueurs y jouent. Donc implicitement aussi ça marche financièrement, ça c'est sûr, mais aussi un jeu auquel on a pris plaisir à le faire, où les gens dans l'équipe se soient vraiment donnés, qu'il y ait une âme, et où on sente que oui, qu'on a mis la barre un peu plus haut. Et je pense que par exemple, c'est ce qu'on avait plus ou moins fait, je pense, avec LBA2. Où encore maintenant, il y a des gens qui s'en souviennent. Si, c'est vrai, et ça, voilà,
pour moi, c'est toujours génial. Et bon, LBA, bon, à l'époque, j'étais programmeur, mais je suis encore très fier d'avoir travaillé là-dessus. Et je pense que tout le monde dans l'équipe... Tout à fait, c'est ça ce qui est bien, effectivement, ça rejoint ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a la satisfaction de peur le joueur, mais la satisfaction d'avoir fait quelque chose qui a marqué son temps. Avec Elon, avec LBA, on en entend parler en citant des exemples de, mais voilà, ça a été fait à la Elon, à la LBA, des choses comme ça. C'est vrai que ça, c'est quand même aussi une satisfaction. Mais c'est le résultat, c'est pareil, ça veut dire que ça a plu. Donc ça revient au même, quoi. C'est quand même le premier truc à l'origine, mais il faut que ça plaise, quoi. Parfois on a une mission. Ici, je peux avoir une mission. Par exemple, je me suis occupé de Versailles. Versailles, c'est pas la tasse de thé de quelqu'un qui trempe dans le jeu depuis 20 ans. Ben moi, le truc, là, vraiment, c'est de leur faire plaisir. Me dire, est-ce qu'ils vont avoir du plaisir à jouer? Est-ce qu'ils vont trouver ça intéressant? Beaucoup plus que moi, est-ce que je vais trouver du plaisir à le faire? Et les ventes, c'est important pour vous ou bien vous êtes de vrais artistes détachés de tout? Quand on a une grosse structure, c'est difficile d'enchaîner sur d'autres jeux et on s'aperçoit que souvent les bénéfices du jeu précédent sont finalement dépensés à concevoir des nouveaux jeux. Et généralement, la création est limitée au temps et aux moyens qu'on a pour créer un nouveau jeu. Donc quand on part d'un Verali, c'est plus facile pour nous parce que c'est un jeu qui fonctionne relativement bien, donc ça nous laisse, je dirais, à la fois le temps et les moyens pour pouvoir travailler sur des nouveaux concepts. Mais ce n'est pas le cas de tous les créateurs, et beaucoup de créateurs aujourd'hui sont un peu contraints et forcés de pondre ou de créer assez rapidement des jeux parce qu'ils n'ont pas les moyens, de passer trop de temps sur la conception d'un jeu. Donc c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui sur le marché arriver beaucoup de jeux basés sur des licences, beaucoup de jeux qui sont des suites de jeux existants, ou des jeux qui sont des concepts qui existent déjà et qui sont un petit peu remaniés, etc. Le nombre de ventes offre une satisfaction aux créateurs, mais je ne pense pas que ce soit le seul paramètre à prendre en compte. Il y a beaucoup de jeux qui en fait ont des ventes moyennes. Il y a très peu de jeux qui sortent du lot en fait. Et donc dans les jeux qui sont dans le milieu du peloton, c'est plutôt le retour qu'on peut avoir des joueurs qui est très motivant, personnellement je trouve. C'est ça le vrai facteur de motivation. Oui, le nombre de ventes c'est obligé parce que de toute façon c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir en faire d'autres après ou pas. Donc de toute façon, mais ça je dirais c'est pas le plaisir. Enfin, en tout cas pour moi c'est pas ce quoi je cherche, c'est de dire ah ben ça y est, ouais, on a fait 1 million d'exemplaires, ah oui c'est très bien, ça fait des sous, ça fait on continue, ça fait plein de choses, mais enfin surtout ce qui me touche le plus c'est les commentaires des joueurs, quoi. Tous les emails, les fan clubs, les choses comme ça où les gens vraiment ont aimé le jeu complètement, et ça c'est vraiment la plus grande satisfaction, c'est ça, quoi. Parce que moi c'est le but de toute façon, c'est que les gens s'amusent, et quand quelqu'un me dit ben, je m'amuse avec votre jeu, ben voilà. Et quand on bosse dans le jeu, est-ce qu'on prend toujours du plaisir à jouer? Oui, on le garde. On a une première phase quand vous jouez qui est vraiment celle du joueur. Par mon passé de gamer, j'ai cette facilité aussi. Donc effectivement, je vis dans un premier temps le jeu comme n'importe qui, comme quelqu'un qui ne travaillerait pas dans ce milieu-là. Et ensuite, par la réflexion, vous pouvez avoir une analyse beaucoup plus pointue et professionnelle sur le jeu. C'est effectivement la déformation qu'occasionne ce métier. Mais ce n'est pas au moment où vous allez jouer que vous allez la voir, c'est après. Donc ça ne gâche en rien le plaisir du jeu, proprement dit. Il y a effectivement un regard un petit peu analytique sur un jeu. On ne peut pas s'empêcher de se dire tiens, tel effet, comment ça a été réalisé, ou même des choses idiotes comme à quel moment il y a des loadings, est-ce que la musique c'est du MIDI, est-ce que c'est du CD. C'est vrai qu'il y a un regard un petit peu technique, mais ça décuple aussi le plaisir de jouer. C'est-à-dire qu'on peut, les jeux qui sont dans l'ensemble médiocres ont toujours des petites pépites, des petites choses très réussies auxquelles on est peut-être plus sensible quand on a développé un jeu et qu'on sait les efforts incommensurables qu'il faut fournir. J'aime beaucoup regarder les gens jouer. Moi j'ai le regard entre guillemets du programmeur, ou entre guillemets designer, je me considère pas comme étant designer, mais bon je peux donner des idées aux designers qui eux ensuite les intègrent ou pas. Hein. Mais j'aime bien voir quelqu'un jouer, moi je peux voir, bon, là, voilà, telle technique, ils ont fait tel effet spécial de cette façon-là, etc. Quoi. C'est là où c'est vraiment, je pense, pour nous très instructif, et ça nous permet de nous mettre à niveau, ça nous donne de nouvelles idées, parce que bon, peut-être qu'une équipe a fait tel effet, et nous on peut peut-être aller plus loin.
Donc c'est important pour nous, je dirais, pour notre culture, de savoir ce qui se fait. Mais vous m'inquiétez là, on reste quand même un peu naïf devant les autres jeux. Quand c'est très bien, on chante et on danse autour. Quand c'est nul, on le jette par terre, comme tout le monde. Ouf, d'accord, alors vous êtes quand même des gens normaux. D'ailleurs, à ce sujet, qu'en est-il de la réputation des créateurs de jeux? Parfois on entend dire qu'ils sont un peu bizarres, est-ce que c'est vrai? Les gens qui travaillent dans le jeu vidéo sont un peu foufous peut-être, oui. Sont des gens normaux, mais sont des gens passionnés, donc qui débordent de passion, enfin qui parfois peuvent surprendre. Les gens qui travaillent dans le jeu vidéo sont particuliers. Je pense que c'est un fait. Je pense que c'est très très lié à l'aspect créatif en fait. Donc déjà qui donne un peu un style. Et puis le fait que ce soit des gens qui en général sont tous motivés. Et donc ça fait une sorte de cocktail qui est un petit peu différent. Je crois que ça c'est un peu une légende, ou ça a été le cas peut-être dans les années 80, peut-être début des années 90. Aujourd'hui, je crois que c'est devenu vraiment un métier. Donc les gens arrivent le matin tôt et pas spécialement tard, comme peut-être ça a pu être le cas il y a quelques années. Les gens ont des horaires assez standards, bien qu'ils tentent à travailler quand même un peu plus que ce que la loi autorise, mais ça reste quand même relativement similaire à beaucoup d'autres métiers. Bon, en tout cas, vous faites tout de même un boulot de créatif. Et pour ce genre d'activité, quel genre de qualité il faut avoir d'après vous? Il faut être humble, parce qu'il faut être capable de supporter quand on nous dit que notre idée est mauvaise. Il faut recommencer jusqu'à ce qu'on ait une idée qui plaise et qui soit facile à faire, parce que des fois l'idée elle est bonne, trop difficile à faire. Donc il faut essayer, il faut s'adapter, il faut anticiper aussi tous les problèmes que pourrait avoir l'équipe à cause de nos idées. Et en tant que créatif, justement, vous pensez qu'il y a encore des choses à inventer en termes de jeu? C'est plus difficile, mais aujourd'hui, l'intérêt ce qui est magnifique dans le jeu vidéo, en opposition par exemple avec la musique. Moi, si j'ai une platine CD, je ne peux pas créer mon CD avec. Alors que quand vous avez un ordinateur chez vous, vous avez besoin de rien, vous pouvez travailler. C'est peut-être les consoles qui ont tué les auteurs. Donc forcément, les créatifs viennent du monde du PC, du Mac, du PC, du monde d'un ordinateur. On a un clavier, un disque dur où on peut travailler. Et aujourd'hui, les machines sont très complexes. Donc effectivement, quelqu'un qui veut débuter tout seul, il va avoir du mal. Mais le jeu vidéo n'est quand même pas mort. Il doit bien rester des choses à trouver, des innovations à découvrir. Je crois que c'est vrai que chaque concepteur rêverait d'apporter quelque chose, de créer un nouveau genre de jeu ou de dire on apporte vraiment un nouveau concept et derrière il y a 5-10 jeux qui vont suivre ce concept-là et donc on va être fier d'avoir apporté un concept. Malheureusement c'est assez rare, je pense qu'en France il y en a très peu. C'est pas qu'on peut plus inventer, mais il y a de moins en moins de place pour les délires en fait dedans. On ne peut pas partir sur un truc complètement différent, complètement nouveau, personne ne comprendra ce qu'il y a. Il faudra s'appuyer sur quelque chose et le faire bien et innover au sein d'une chose, qui fait que la créativité et les choses originales, il faut les faire dans certains guides pour être sûr de pas effrayer non plus. Et vous, messieurs, il y a des jeux que vous auriez aimé créer? Évidemment, on rêve tous de faire Doom, d'avoir fait Doom. Moi le premier, je suis mort de jalousie. Là au moins c'est clair. Et les autres? En fait, il y a deux jeux sur lesquels j'aurais voulu vraiment travailler. C'est Daytona de Sega sur les bandes d'arcade. Et le deuxième, c'est Tekken. Le 1, le 2, le 3 ou le 4. J'aurais bien aimé travailler sur Shenmue, un jeu sur Dreamcast, qui est l'un des plus beaux jeux de rôle à ce jour. SimCity, ça fait partie pour moi des jeux vraiment excellents que j'aurais bien aimé créer. Devil May Cry, où j'aurais bien voulu faire quelques monstres qui sont assez délirants. Allez, pour finir, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans les métiers du jeu vidéo?
Aimer ce qu'on fait. C'est à partir du moment où on aime ce qu'on fait, tout devient beaucoup plus simple, y compris se lever le matin. Bien connaître les jeux. Jamais perdre le point de vue des joueurs. Il faut avoir de la technique, c'est-à-dire que ce soit programmation, dessin, musique, etc. Rester enthousiaste le plus longtemps possible. Il faut être extrêmement organisé, très logique. Il faut juste avoir certaines compétences et être motivé. Si on veut être programmeur, faut s'intéresser à la programmation. S'ils ont plutôt une fibre artistique, il vaut mieux qu'ils suivent des formations type artistique. La passion, c'est de toute façon une condition sine qua non. Persévérer et garder vraiment cette passion en soi. Être joueur, c'est une condition sine qua non. Jouer, toujours jouer. Il faut aimer ça. Il faut parler anglais, c'est indispensable. C'est primordial. Très rigoureux, Il faut être motivé. très créatif. Terminer les études, pas faire comme nous. Condition sine qua non. C'est indispensable. C'est primordial.